Ils ont donc décidé de créer cette structure qui n'a pas tout de suite été l'association Santé Sud. Donc voilà, dans l'esprit d'agir sans remplacer le personnel, qu'ils avaient tout simplement le potentiel pour agir eux-mêmes et qu'il fallait seulement les accompagner, les soutenir et les former pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre en charge notamment le soin des patients, etc. Parce qu'il faut quand même le rappeler que cette association, elle est... Le micro, Anthony. Mon cher Voilà. Christian, autant C'est pour pas moi. de l'assistanat, voilà. C'est les gens qui sont sur place, qui sont acteurs de leur santé, finalement. Voilà, c'est des projets avec des perspectives de long terme, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour... il y a un problème, on va agir instantanément, et après, dès qu'on s'en va, on les laisse un peu comme ils étaient avant. Donc c'est vraiment... On agit avec un objectif de... voilà, ensuite, on n'aura plus besoin de nous. Ouais, c'est rendre les gens responsables quoi, de leur bien-être, de leur santé, de leur autonomie. Ce qu'il faut rappeler également, en bossant le dossier, pour ceux qui... là, c'est pour pas pour interpeller les auditeurs, mais pour les informer, c'est que, évidemment, vous œuvrez, Santé Sud œuvre internationalement, et évidemment, les projets sont évidemment colossaux. Il y a un suivi qui est établi, et aussi bien, on va le voir tout à l'heure avec Céline, au Moyen-Orient, au Maghreb, mais également Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, on est d'accord, Madagascar, la Mongolie, donc c'est quelque chose qui est quand même très large, et qui permet... j'allais dire, évidemment, on connaît malheureusement la pauvreté aussi dans le monde, et forcément, vous œuvrez dans ce sens-là. Christian voulait réagir peut-être. Non, je voulais dire, le monde est en souffrance, donc il y a du boulot. C'est tout. Oui, exactement. Voilà. Peut-être un autre mot sur Santé Sud, Sarah ? Alors, déjà oui, pour rebondir sur cet aspect international, c'est vrai que depuis sa création, donc en 1984, Santé Sud est intervenue dans de nombreux pays. Donc actuellement, voilà, c'est plus Afrique du Nord, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Bénin, également Madagascar, Mongolie, et j'en rate. Mais il y a aussi eu la Bolivie, la Russie, la Chine, enfin... C'était vraiment... Il est né en 84, vraiment, oui. Même en Russie, alors... Cru exceptionnel. Même en Russie, vous intervenez, ils sont pas capables ils n'ont pas des structures de soins efficaces avec M. Poutine. Alors écoutez, je suis pas au courant Ça vous des programmes m'étonnait. qui ont lieu en Russie. Mais... Puis c'était à l'époque, c'est pas actuel. Ouais, ça. bon. Ouais, certainement. Mais bon, en tout cas... C'est très bien de l'évoquer. Céline, alors parlez-nous, Céline, donc chargée de programme Maghreb Moyen-Orient, et ça va nous permettre de rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec le film Solo. Alors peut-être déjà on va commencer par ça. Pourquoi Solo ? On va peut-être l'évoquer avec les mères célibataires. Puis parlez-nous de cette thématique Moyen-Orient et Maghreb qui en plus a une vraie richesse à Marseille. On l'évoquait tout à l'heure avec monsieur Diafri Saïd. On sait très bien que cette richesse chez nous du Maghreb est quand même très représentée, elle est riche en soi et elle doit servir aussi de tremplin et pas comme certains l'utilisent comme quelque chose de négatif. Céline. Alors, pour partir de votre question, Solo, pourquoi Solo ? Parce que donc, c'est un projet qui vise à défendre les droits des mères célibataires au Maghreb, donc en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Mère célibataire, c'est un terme finalement qu'on n'aime pas tellement parce qu'il est assez discriminant en soi. Malheureusement, on est obligé de l'utiliser parce qu'il nous faut bien un terme. Ouais. Mais du coup, Solo, voilà, le terme est un peu plus sympa pour décrire la réalité de ces femmes qui est extrêmement difficile et qui est bien montrée dans le film. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel Santé Sud travaille depuis assez peu de temps finalement à l'échelle de l'existence de l'association qui existe depuis 84. Finalement, cette thématique des mères célibataires spécifiquement, on y travaille depuis 3 ans là actuellement au Maghreb pour faire un petit lien entre voilà, cette thématique et plus largement les sujets d'intervention de Santé Sud. On intervient c'est une association de santé, mais de santé au sens large, c'est-à-dire la santé conçue comme un bien-être global, y compris social, psychique. Et c'est pour ça qu'on a aussi énormément de projets qui visent à défendre les droits et à soutenir l'accès aux soins des personnes les plus vulnérables. Les plus démunies, les plus forcément. démunies, les plus vulnérables, les plus éloignés des systèmes de santé, les plus éloignés des services publics. Parce qu'on rappelle évidemment qu'en France, on a cette chance, et depuis le Conseil de la Résistance 145, on dit souvent la Sécu, évidemment, qui est une protection sociale, qui d'ailleurs ces derniers temps est plus en régression sociale, mais en tout cas qui est un acquis fondamental. Mais dans certains pays, évidemment, la protection sociale n'est pas
que dans les pays sous-développés. Je crois qu'au Canada, je crois que c'est quelque chose, même aux États-Unis. Donc évidemment, l'accès aux soins n'est pas quelque chose justement d'accessible à toutes et à tous sur notre sphère mondiale. Et elle est parfois très difficile. Et évidemment, elle engendre des problèmes, j'allais dire, de vie et de mort sur la santé. Céline. Oui, non, tout à fait. L'accès aux soins, c'est encore quelque chose qui est clairement absolument pas, un droit pour tout le monde au jour d'aujourd'hui, en 2016 dans le monde. Et comme vous le disiez, pas forcément dans les pays les plus démunis. On parle du Maghreb, là, on ne parle pas de pays qui sont en guerre, on parle de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc. Et donc dans ces pays-là, effectivement, l'accès aux soins et l'accès au droit aux soins n'est pas effectif. Et encore moins, encore une fois, donc, comme je disais, pour les personnes vulnérables et les mères célibataires. Donc encore une fois, ce terme nous gêne un petit peu, mais malheureusement, c'est le seul qu'on ait trouvé. Et je n'ai pas le terme en arabe pour le remplacer là tout de suite. Ah, dommage, j'en avais tout à l'heure Saïd Jaffri qui l'aurait peut-être trouvé. Il aurait pu nous S'il nous écoute, s'il est dans la voiture, on le salue. Il nous téléphone peut-être, oui. Donc voilà, donc ces mères célibataires, effectivement, sont vraiment victimes de très très importante discrimination. Alors pourquoi On va revenir un petit peu sur le film et puis après Sarah et Céline vous échangez en tout cas. On rappelle donc un film, je vais le présenter mais vous le connaissez mieux que moi, de 29 minutes qui relate en fait et qui retrace les témoignages donc de mères célibataires en Tunisie, j'allais dire de tout azimut, on en a qui ont 16 ans, 18, 20 ans, 30 ans, 40 ans et puis qui ont parfois un passé douloureux avec des violences qui ont été faites à leur égard, avec malheureusement des incestes, avec des conditions, notamment de grossesse, qui ont été très très pénibles, aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychologique et psychique, vous l'évoquiez préalablement. Avec des interventions, moi j'ai trouvé très intéressant l'intervention, je n'ai plus son nom, du gynéco franco-tunisien, peut-être tunisien et qui parle bien français, et de l'éducatrice, il y avait l'éducatrice qui parlait en arabe, et puis il y avait cette dame aux cheveux courts bruns, vous allez peut-être Emma Essaïri, qui est sage-femme et qui est une activiste oui, j'ai vu ça. Très très reconnue et qui milite au sein de l'ATFD, l'Association tunisienne des femmes démocrates, qui est une association en pointe sur la défense du droit des femmes et qui a été aussi extrêmement active durant la révolution tunisienne récemment. Voilà, vous l'avez très bien décrit. Justement, on a ces témoignages poignants, représentatifs pour certains. On aura l'occasion d'en discuter. On discutait tout à l'heure en off avec Guillaume et Christian, avec des questions qui nous ont interpellés. Mais en tout cas, un documentaire qui vise évidemment à peut-être éveiller les consciences autour de nous. Comment ce film est disponible? On peut le rappeler sur YouTube. Est-ce qu'il y a des projections à venir, Sarah? Alors, donc, le film est disponible sur notre chaîne YouTube Santé Sud officielle. Vous pouvez aussi le trouver via notre site internet santésud.org. Qui est très bien fait. Agir sans remplacer, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est un peu votre sorte d'adage et de principe notoire chez vous. Voilà, et également, il se trouve dans nos dernières actualités sur notre page Facebook Santé Sud. Bon, voilà, donc si vous voulez voir le film, c'est envisageable. Christian, Guillaume, des questions un petit peu. Oui, voilà, je demandais pourquoi ces femmes célibataires dans le Maghreb et en Tunisie, peut-être en particulier, posent problème. Alors, elles posent problème parce que, en gros, ce qu'elles ont fait est vécu comme un péché, est conçu comme un péché par leur environnement, y compris leur environnement proche. C'est-à-dire ils ont des grossesses hors mariage. Voilà. C'est ça le problème, il faut le dire. Voilà, c'est le gros problème. Elles ont eu un enfant. Elles sont tombées enceintes, elles ont eu des rapports sexuels en dehors des liens du mariage. Voilà. Ce qui, en soi, est une transgression absolue d'un tabou dans ces trois pays-là, en tout cas au Maghreb. Et à partir de là, vont s'enchaîner un rejet, quoi, un rejet de la société. Un rejet de la société. Alors, et de la famille. D'abord, un rejet de la famille. La première discrimination et la première exclusion. C'est une honte pour la famille. Exactement. Voilà, c'est ça. Victime, ces femmes, c'est vraiment la famille. Il y a une des femmes dans le film l'évoque très bien et c'est extrêmement douloureux que son père a essayé de la tuer, que sa mère lui a demandé de se suicider. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement violent. Le premier rejet dont sont victimes ces femmes, c'est vraiment le rejet de la famille proche, la famille nucléaire, qui va conduire ces femmes premièrement à mentir le plus longtemps possible, donc à cacher leur état. Cacher leur grossesse, ou peut-être même d'essayer d'avorter par des moyens très difficiles. Justement, dans le film, on en parle, et alors,
évidemment, est-ce que c'est un constat avéré ou pas? Mais certains disent qu'en Tunisie notamment, que parfois, alors on rappelle qu'en France, je dis pas de bêtises, c'est 12 semaines, je crois. L'avortement, en fait, c'est 3 mois. Au-delà de cette date, vous ne pouvez plus avorter, à part dans les pays. Je crois que l'Espagne permet, je crois que c'est 4 mois et demi, enfin bref. Et que dans ces pays-là, il a été avéré, en tout cas c'est ce que nous évoque le film documentaire, parfois à 7-8 mois, c'était possible, en tout cas on fermait le cabinet, le gynéco malheureusement tuait l'enfant par une méthode... Je ne sais même pas si c'est autorisé l'avortement. Alors, au Maghreb, en Tunisie c'est autorisé, et c'est quand même à noter. Hein, en Tunisie en Tunisie, parce qu'il y a la religion aussi qui rentre en jeu aussi, qui pose parfois des problèmes, j'allais dire, d'ordre idéologique, religieux. Alors, ça c'est sûr que dans les 3 pays, il y a ce terreau religieux qui fait qu'il y a certaines frilosités, disons. Tout à fait, oui. Le mot est bien trouvé. Voilà, pour être politiquement correct, à légiférer dans ce sens. Mais en Tunisie, ça faut quand même le noter, la Tunisie a légalisé l'avortement en 73. Mais l'Algérie... Avant la France. Avant la France, rappelons-le alors. Avant la France. C'est vraiment à noter. Non, nous, 75. Ah oui, avec Simone Veil, en effet. Avec Simone Veil, et en 73 en Tunisie. Donc c'est vraiment un droit acquis depuis très très longtemps. Mais qui malheureusement n'a pas été valorisé, il n'y a pas eu une sorte d'émancipation. On ne peut pas valoriser qu'un avortement, mais ça n'a pas été... Non, mais après, question le mot est mal employé. Mais ça, c'est parce qu'il y a la religion, oui, mais attends, moi je suis désolé, mais on va en parler, mais l'avortement, c'est propre à chacun, à chaque situation. Oui, non, c'est juste le mot valoriser, mais c'est un droit. C'est un droit. Non, mais en tout cas, c'est un droit. C'est un droit, voilà, c'est un droit. Parfois, c'est pour te taquiner. Non, mais tu as raison, mais à la limite, c'est même représentatif des pensées de nos auditeurs ou auditrices qui se disent oui, avorter, certains diront c'est un droit des femmes. Ouais, mais ça reste un droit. Voilà, et un droit c'est précieux et fondamental, donc il ne faut pas l'oublier. Exactement, mais qui a été pensé... Sarah, elle se moque, elle rigole, je vois. qui a été pensé à l'époque comme une façon plus de réguler la démographie galopante de la Tunisie, et pas tellement finalement comme un moyen pour les femmes de s'émanciper et d'avoir un moyen de réguler les naissances. Bon, soit, en tout cas, c'était un droit acquis depuis 73, et on le voit très bien dans le film, et notamment Emma Saïri, dont vous avez parlé, le présente très bien, comment ce droit est actuellement grignoté, remis en question, et on a un témoignage d'un gynécologue qui témoigne à visage découvert dans le film, et qui dit qu'il ne pratique pas l'avortement, que lui c'est contre sa nature, c'est contre ses convictions, tout à fait, alors qu'il est fonctionnaire d'État et qu'il est effectivement censé être redevable, comme l'explique Emma Saïri, redevable d'une prestation qui est établie encore une fois par la législation tunisienne. Donc en Tunisie c'est déjà pas simple, mais quand même ce droit existe, et les femmes ont quand même normalement, même si on voit que ce droit encore une fois est de plus en plus grignoté en fonction des régions, les régions rurales un petit peu isolées encore plus qu'à Tunis. Mais ça inscrit dans le droit. Mais quand même ça existe. Alors qu'au Maroc et en Algérie, effectivement, ça n'existe pas. Voilà, il faut le rappeler, ça n'existe pas. Guillaume, oui, puis derrière on parlera de discrimination. En fait, pourquoi la Tunisie, est-ce que réellement là il y a quelque chose qui est un peu pire là-bas, quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que les femmes souffrent davantage de ce problème-là? Parce qu'au final, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve, y compris en France. Je veux dire, des femmes qui sont battues, qui sont exclues parce qu'elles ont été engrossées, etc. C'est quand même des choses qui se voient. Des avortements dans des grossesses très avancées, dans des cabinets un peu sombres, c'est quand même des choses qui se voient, y compris en France. L'avortement a été remis en question il y a quand même assez peu de temps en Espagne. Il n'est pas encore légalisé, je crois, en Irlande, par exemple. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu sur ethnocentristes, c'est ce que je veux dire, c'est un regard des Occidentaux sur l'Orient. Ouais, voilà, sans nous se remettre en question en disant, mais au final, chez nous aussi, des filles... Est-ce que c'est aussi répandu chez nous? Peut-être pas, c'est ça. Des filles qui font le trottoir avec le gamin dans les bras, ça se voit aussi en France, quoi. Donc, oui, non, mais ça, c'est sûr. Après... c'est évident que des choses à faire et des combats à mener pour le droit de ces femmes en France, il y en a aussi des tonnes. De fait, on a quand même une législation, je ne dis pas ensuite une application de la loi, qui protège. Une législation protectrice par rapport à ces femmes. Okay. Et en fait, le vrai problème est notre combat, et quand je dis notre combat, c'est le combat de Santé Sud, mais c'est avant tout le combat de nos partenaires, puisqu'on ne travaille pas, comme l'a expliqué Sarah, en remplaçant les structures locales qui elles-mêmes agissent. Donc on travaille en partenariat avec des associations algériennes, tunisiennes, marocaines qui elles-mêmes accompagnent et aident ces femmes au quotidien. Donc notre combat à tous, c'est vraiment de faire en sorte que le cadre législatif change pour protéger ces femmes. Donc
droit à l'avortement en Algérie, au Maroc, on est quand même dans un pays où les relations sexuelles hors mariage sont punies dans le code pénal. Enfin, oui, même si la fille est violée, elle doit. Il y a même un truc où on l'oblige à épouser. J'ai vu un truc comme ça, où on peut épouser son agresseur. Mais voilà. Ça peut arriver, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais vous imaginez qu'au Maroc, une femme qui est en train d'accoucher à la maternité et qui est célibataire, qui n'est pas mariée, peut être mise en prison, puisque le fait qu'elle accouche et qu'elle ne soit pas mariée, c'est la preuve, son enfant est la preuve qu'elle a eu une relation sexuelle en mariage, et donc elle peut être condamnée à ce titre. C'est intéressant. C'est un délit. On a une auditrice qui s'appelle, pardon, je m'excuse de vous couper, Jocelyne, qui vient de réagir, et je pense que c'est intéressant de l'évoquer, qui nous parle, est-ce que les hommes, justement, derrière, sont coupables, sont envoyés en justice? Comment ça se passe? Qu'on parle des mères célibataires, elle me dit, est-ce que les hommes sont punis, voilà, pour globaliser la chose. C'est une super question, effectivement. Merci Jocelyne, qui est fan de Christian, et on le rappelle, elle te redemande de parler un peu avec beaucoup de Merci lenteur, Jocelyne. mais qui adore tes propos, mon cher Christian, voilà, pour le coup. Ouais, non, c'est une super question, parce qu'on parle de ces femmes, effectivement, et ce qu'on oublie de dire, et même nous, d'ailleurs, c'est qu'à la base, un enfant, ça se fait à deux, et qu'effectivement, on est d'accord, oui. Ces hommes-là ne sont absolument pas contraints par la loi. Donc j'en reviens encore au cadre législatif. En France, automatiquement, l'enfant va avoir un père, qu'il souhaite ou non le reconnaître, mais on va faciliter. Il y aura une filiation. Il y a une recherche en paternité qui est possible. Alors que là, effectivement, au Maroc et en Algérie, encore une fois, donc pour répondre à votre question aussi, finalement, on a fait ce film, c'est ce film sur la Tunisie. Finalement, en Tunisie, la situation est peut-être encore moins pire qu'en Algérie et au Maroc, où des films sont en cours de préparation. Justement, pourquoi avoir choisi, c'est intéressant, pourquoi avoir choisi la Tunisie, pour rebondir un peu en fait, les films sont en préparation pour l'Algérie. Donc derrière, on va avoir le volet intéressant. Normalement, oui, dans quelques semaines. Mais du coup, pour revenir sur le papa, par exemple en Tunisie, où le cadre légal est un petit peu moins mauvais, on va dire, à défaut de dire meilleur qu'en Algérie et au Maroc, il y a un test ADN qui est normalement fait, qui devrait être fait systématiquement. En tout cas, la loi prévoit de pouvoir faire un test ADN sur le père. Le problème, c'est que d'une part, les femmes ont déjà tellement peur elles sont dans une situation, encore une fois, de telle pression sociale, familiale, etc., que dans un cas sur deux, enfin, j'ai pas les statistiques en tête, mais très souvent, elles ne disent pas qui est le père, elles disent qu'il est inconnu ou qu'il est parti. En tout cas, elles donnent pas leur nom. Donc, en fait, il n'est pas retrouvable par la police judiciaire, parce que c'est la police judiciaire qui fait ces tests. Et puis, même dans le cas où il accepterait de faire ce test, et même si le test était positif et donc la paternité reconnue, il pourrait s'émanciper de toute et il peut s'émanciper de toute il n'est pas responsable de cette femme et de cet enfant. Donc encore une fois, le cadre légal ne favorise absolument pas la responsabilité la responsabilisation des papas qui sont vraiment relégués au calendes grec et qui laissent ces femmes seules et démunies avec leurs enfants, exclus de leur famille. Et ensuite, donc ce que montre très très bien le film aussi, et ce qui est vraiment très important de dire, c'est qu'ensuite, elles vont être victimes de tout un tas de vexations et on peut même dire de violences institutionnelles. C'est-à-dire qu'ensuite, tous les services auxquels elles vont avoir recours... Elles sont marquées, quoi. Elles sont au banc de la société. Elles sont au banc de la société. Et puis, tous les services auxquels elles doivent avoir recours, à savoir le suivi de grossesse qui est très mal fait, qui est souvent pas fait parce que du coup, elles ont honte, elles se cachent. À l'accouchement, toutes disent qu'elles ont été maltraitées par des sages-femmes, par des médecins. Par des femmes aussi, parce que même les femmes aussi ont ce regard-là sur d'autres femmes, il faut le rappeler, il n'y a pas que les hommes qui sont fautifs. Hein. Non, mais dans le film, ça se voit très bien. Il y a une sage-femme qui dit, bah oui, mais elles arrivent, on ne sait pas comment s'en sortir. C'est des cas sociaux. Voilà, ce que montre très bien le film, c'est qu'elles sont qualifiées de cas sociaux. C'est vrai, c'est le mot qui revient en français dans le film, à chaque fois, c'est cas social. Et ça revient en français. En arabe, il y a pour le coup, ça c'est pas traduisible en arabe. C'est tellement horrible qu'ils n'ont même pas trouvé un terme en arabe pour le dire. Les femmes et leurs enfants sont qualifiés de cas social, c'est-à-dire c'est pas une femme, c'est pas Madame Machin qui arrive, c'est un cas social qui va accoucher d'un cas social. Et donc ça, c'est à la maternité. Ensuite, c'est les officiers d'état civil quand elles font le choix de garder leur enfant, mais ce qui est
extrêmement rare, hein, dans la grande majorité. Il faut un grand courage, pour ces femmes. Très grand courage pour garder leurs enfants. La plupart du temps, en fait, elles sont mises face à ce dilemme-là, c'est-à-dire soit elles abandonnent leurs enfants et elles peuvent retourner dans leur famille. Abandonner, on peut les mettre en orphelinat, ça existe ça, en pouponnière, ça existe ça. En pouponnière, on le voit dans le film. Abandon sous X, un peu un truc comme ça. Oui, elles les abandonnent. Alors soit elles les abandonnent définitivement. Ça aussi, le cadre de la loi tunisienne le permet. Encore une fois, ni en Algérie ni en Tunisie. C'est pas possible quand ça là-bas. là-bas. On abandonne son enfant, on l'abandonne complètement. Terminé. En Tunisie, au Maroc, pardon. Au Maroc, merci, ouais. Au Maroc et en Algérie. Par contre, en Tunisie, ce qui est intéressant, c'est que les femmes peuvent peuvent laisser leur enfant temporairement dans ces pouponnières, le temps de se reconstruire, de trouver un logement, de trouver des ressources, de trouver un appui quelconque qui leur permette à terme, au bout de quelques mois, d'aller reprendre leur enfant, puisque dans la grande majorité des cas, ces femmes, elles souhaitent garder leurs enfants. Dans les cas, bon après il y a aussi les cas où les grossesses ne sont absolument pas désirées et effectivement là ça devient très compliqué. Mais pour beaucoup d'entre elles, elles souhaitent garder leurs enfants. Le problème c'est qu'elles n'en ont pas les moyens financiers, les moyens. Certaines femmes disent dans le reportage et je rejoins les propos de Guillaume aussi. Ça arrive aussi en France, c'est-à-dire qu'elles se disent qu'elles se sentent isolées, donc pas de ressources financières. En plus, je suppose, je connais pas très bien le système, j'allais dire étatique, non, mais au niveau protection sociale en Tunisie, les allocations et autres, mais forcément elles se sentent isolées, donc à un moment donné elles doivent, l'enfant doit être gardé à droite et à gauche pour qu'elles aillent travailler, donc évidemment l'éducation de l'enfant c'est délicat et ça engendre évidemment des problèmes de nouveau, donc évidemment ça pose des problèmes. Oui, tout à fait, et ça, sur tous ces aspects-là, on peut dire que dans les 3 pays, en Tunisie aussi, l'État est largement défaillant et du coup ces femmes ont recours essentiellement au secteur associatif pour les aider dans ces aspects-là, c'est-à-dire garde d'enfants, soutien matériel. Tout ce qui est allocation, ça n'existe pas. C'est-à-dire que la solidarité dans ces pays-là s'exerce au niveau familial. Quand on n'a plus de famille, on n'a plus rien. Donc, effectivement, le travail de Santé Sud aussi, c'est de soutenir ce secteur associatif qui est en plus très fragile, parce qu'il n'est pas du tout... il est très peu aidé aussi par l'État, qui sont les seules structures qui viennent en aide concrètement à ces femmes. Je pense aussi à l'hébergement, c'est-à-dire que quand on est mise à la rue de sa famille et qu'on doit accoucher, et qu'on vient d'accoucher, on a besoin juste d'un toit sur la tête. Alors qu'est-ce que vous offrez, Santé Sud, justement à ces femmes alors nous, qui viennent vers vous, qui tapent à votre porte? Nous, Santé Sud, encore une fois, on n'intervient pas en direct auprès de ces femmes, on intervient en direct auprès d'associations, donc d'ailleurs ça va me donner l'occasion de les citer. De les présenter, oui. Des associations qui travaillent justement dans ce secteur, dans ces 3 pays. Donc, en Tunisie, on travaille avec le réseau Amen Enfance, qui est le réseau des pouponnières, justement, donc ces pouponnières qui accueillent ces enfants abandonnés. Les enfants abandonnés dans ces pays-là, c'est 95% d'enfants. Ça, c'est une structure d'État. C'est une structure d'État, non, ça. Ça, c'est des structures. C'est associatif. Il n'y a rien au niveau de l'État. Il y a une structure associative. Le tissu associatif est toujours plus représenté, forcément. Ouais. En Tunisie, il y a une structure étatique, c'est l'INPE, l'Institut national de protection de l'enfance, qui exerce en quelque sorte aussi la tutelle sur ces associations, mais qui n'est pas en capacité d'accueillir un tiers de tous ces enfants abandonnés. Donc nous, on travaille avec ce réseau associatif de pouponnières qui accueille ces enfants abandonnés, mais qui accompagne pour certaines d'entre elles aussi ces femmes et ces mères célibataires. En Algérie, on travaille avec une association qui s'appelle SOS Femmes en détresse, qui est une association plus militante, féministe, qui assume aussi, qui fait également de l'hébergement d'urgence pour ces femmes, les mères célibataires, mais aussi plus largement les femmes victimes de violences, parce que de toute façon, on s'inscrit dans un cadre général d'atteinte aux droits des femmes en général. Et au Maroc, on travaille avec une association qui s'appelle l'INSAF, et qui, elle aussi, accueille en urgence ces femmes donc avec leurs enfants, qui intervient même dès la maternité, c'est-à-dire qu'à la maternité, qui va repérer quelles sont les femmes qui pourraient être dans le besoin pour les accueillir, et ensuite qui les accompagne à plus long terme. Donc ça, c'est intéressant, et c'est pas toutes les associations qui en ont les moyens. Et nous, Santé Sud, notre rôle, c'est de les aider à aller vers ce genre de prise en charge, c'est-à-dire que c'est pas au bout de 15 jours que la femme va se retrouver en situation de pouvoir assumer son enfant, être autonome, avoir les moyens de s'assumer, d'assumer son enfant. Donc l'idée, c'est de les accompagner à long terme avec un soutien psychosocial et un accompagnement à l'insertion professionnelle.
C'est très intéressant en tout cas, et on est ravis de vous avoir avec nous ce matin. On va parler un petit peu aussi avec Sarah sur les thématiques, notamment en Afrique du Nord, subsaharienne, Madagascar, Mongolie. On sait que Santé Sud œuvre également dans ces pays-là, et j'ai envie de demander sous quelle manière, alors sans rentrer dans les détails et sans précision, mais de manière globale, comment Santé Sud œuvre dans ces thématiques-là. Et un rappel aussi, c'est que Santé Sud, j'ai eu l'occasion d'avoir Julie pour évoquer le volet médical. Évidemment, vous êtes en partenaire avec beaucoup de médecins, de gynéco et autres, qui vont sur le terrain, qui œuvrent, qui font des conférences. Donc, il y a vraiment tout est bien orchestré. Voilà, ça, il faut quand même le rappeler. Oui, alors déjà, il faut savoir qu'on a tout un volet en France sur l'éducation et le développement, justement, où là, on va organiser des événements pour un public. Donc c'est souvent à Marseille. Ça va se passer où? Vous savez déjà les dates? Là déjà on a... Parlez-nous des dates, on veut les savoir. Le prochain événement c'est les assises annuelles. Donc c'est là où... En juin, non? C'est le 4 juin à Marseille. Et c'est là où on rassemble tous nos souscripteurs, donc les personnes qui font une souscription annuelle à Santé Sud, et d'ailleurs grâce à qui... et j'allais dire, il faut bien le rappeler, parce que Santé Sud est une association, donc vous avez évidemment des subventions, mais on sait que sans les partenaires et les souscripteurs, on n'est plus rien. Et c'est le cas aussi pour nous à Radio Galère. Donc on connaît le... On lance un appel, alors c'est ça? On lance un appel, exactement, un appel à dons pour santésud.org. Donc voilà... Donc, grâce à qui nous pouvons effectuer tous nos programmes. Et donc, ils se rassemblent ce jour-là. On discute des programmes de Santé Sud de l'année. Enfin, voilà, pour se tenir un peu au courant des actions de l'association et lire le conseil d'orientation de l'association. Donc, ensuite, on a un autre événement qui aura lieu le 22 septembre à la Maison de la Région. C'est un point rencontre. Donc, les points rencontres, c'est des événements durant lesquels il y a des échanges, en fait, sur des débats aussi. Données. Ouais. Ensuite, nous avons la journée provençale de la santé humanitaire, qui est l'événement de l'année de Santé Sud, et qui sera sur le thème cette année de la santé demain. Ah, ça sera intéressant. Au niveau de la date... C'est le 18 novembre et ça se passera à l'Université Aix-Marseille, secteur Timone à Marseille. Bon, nous, oui, au volet médical qui est représenté, nous, on aura l'occasion Radio Galère s'engagera à diffuser, à promouvoir ces dates-là. Et à vous inviter de nouveau. Oui, de nouveau inviter, faire un focus. C'est gentil. Si vous êtes partant. C'est bien normal. Donc voilà, après pour revenir sur les programmes, donc comme on l'a déjà dit, le combat de Santé Sud, c'est la défense la défense du droit à un accès aux soins pour tous et surtout pour les personnes vulnérables. Enfin surtout, nous on est focalisé sur les personnes vulnérables. Donc les groupes, si je puis dire, de personnes pour lesquelles nous faisons nos programmes, c'est donc les femmes enceintes et nouveau-nés, les orphelins et enfants vulnérables, les mères... Oui, il y a un dossier, pardon, je m'excuse de couper Sarah, parce que ça m'interpelle. J'ai vu un dossier sur alors je sais pas, c'est sur le Mali, mais c'est enfance abandonnée, et on en parle peu. On avait souvent évoqué, alors ça c'est différent, mais l'enfant soldat aussi, on devrait faire des dossiers sur ça. Enfin, on sait que malheureusement, l'enfance est mise à mal. Oui, pardon, Christian. Non, je dis toutes les personnes qui sont fragilisées sont mises à mal. Hein. On est bien d'accord. Les enfants et les femmes en premier, et après on passe aux autres, évidemment, comme toujours. Oui. Je peux peut-être dire un mot justement sur l'enfance sûr. abandonnée, qui est vraiment une thématique assez centrale d'intervention à Santé Sud. On voit bien j'ai bien bossé mes dossiers. J'ai vu que... c'est magnifique. Il a besoin de félicitations. non, absolument pas. Bravo. Non, absolument pas. Non. Et du coup, on voit bien le lien entre cette thématique de l'enfance abandonnée et ces mères célibataires. C'est pour ça qu'on travaille aussi sur cette thématique. En fait, historiquement, Santé Sud travaillait en Tunisie avec ces pouponnières associatives qui accueillent des enfants abandonnés. Et puis, au bout de plusieurs années à travailler sur cette thématique, forcément, on se pose la question de la cause de l'abandon de tous ces enfants. Et du coup, naît le besoin de travailler en amont sur ce qui provoque en fait l'abandon de ces enfants, donc sur les mères célibataires. Et on a un autre programme effectivement au Mali pareil, où on travaille avec des pouponnières, là pour le coup d'État, mais qui sont alors là pour le coup qui sont dans une situation
encore plus critique, on va dire, que celle que je connais moi au Maghreb, avec en plus un arrêt de l'adoption internationale qui est venu mettre un coup d'arrêt aux subventions, enfin aux rentrées d'argent qui pouvaient être garanties par cette adoption internationale auprès de ces pouponnières au Mali. Et donc là, il y a aussi un très très gros travail d'appui, d'accompagnement pour améliorer, parce que l'objectif, c'est quoi à terme? C'est d'améliorer la prise en charge de ces enfants, qu'ils soient pris en charge dans de bonnes conditions. Donc effectivement, l'enfance abandonnée est un grand thème d'intervention. Ouais, c'est ce que j'ai vu et je trouvais ça très intéressant. Et Sarah. Du coup, oui, vous pouvez retrouver ce dossier. Il est téléchargeable sur notre site internet. C'est un Santé Sud Info, donc le magazine trimestriel de Santé Sud. Et le dernier qui est paru au courant du mois de mars traite de ce sujet-là, de l'enfance abandonnée au Mali. En effet, il est en version PDF, il fait 8 pages, je l'ai actuellement, c'est le numéro 109. Ouais. Une petite intervention. Guillaume derrière qui meurt d'envie de dire quelque chose. Mais bon. Qu'est-ce que je l'embête un peu. On parle beaucoup des réfugiés, c'est le drame actuel qui est en train de se passer. Alors, est-ce que Santé Sud intervient justement pour les réfugiés, parce qu'il y a aussi énormément d'enfants qui sont dans des situations terribles, et énormément de femmes aussi parmi ces réfugiés? Alors oui, il y a actuellement un programme au Liban. Je ne sais pas si Céline peut en parler mieux que moi. On intervient... Après, bon... Dossier sensible. Dossier sensible. Enfin, c'est pour ça qu'elle hésite d'en parler. Non, j'hésite pas, je cherche mes mots. On plaisante. Du coup, en fait, Santé Sud intervient normalement plutôt sur des projets de long terme, d'appui à la santé, et sans se substituer, donc toujours, en tout cas systématiquement avec les projets actuels, en lien avec ce qui se fait en termes de politique publique. Ouais. Donc c'est pour ça qu'a priori on intervient plutôt dans des pays stables avec lesquels on va pouvoir travailler avec le ministère de la Santé et ses représentations régionales, puisque l'idée c'est pas de concurrencer un système de soins aussi fragile soit-il, l'idée c'est plutôt de le renforcer et de l'appuyer. C'est pour ça que sur cette thématique effectivement qui est plutôt une thématique d'urgence, on n'a pas forcément les meilleures qualifications nous Santé Sud à intervenir, sauf là dans le cas de ce projet très particulier au Liban. Qui concerne les réfugiés libanais, on est d'accord? Qui concerne alors les réfugiés en Syriens, historiquement palestiniens. Ah oui, d'abord il y a les Palestiniens, bien sûr. En fait, historiquement, depuis plus d'un an, là, on travaille avec une association qui s'appelle Beit Atfal Asoumoud, qui est implantée depuis une trentaine d'années dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban et qui travaille spécifiquement avec les enfants. Alors, les enfants victimes atteints de troubles, on va dire, du comportement, du développement, donc ça peut être des pathologies, forcément des handicaps avérés, mais en tout cas des enfants qui sont dans des situations compliquées dues directement à la situation dans laquelle ils vivent depuis leur naissance, en tout cas en l'occurrence là. Et donc, on travaille avec cette association, on renforce les capacités, parce que c'est quand même ça le cœur de l'activité de Santé Sud, hein, c'est de former, de renforcer les capacités de nos partenaires pour améliorer la prise en charge de ces bénéficiaires, donc en l'occurrence de ces enfants. Donc là, c'est plutôt un accompagnement sur la formation d'assistantes sociales, de psychomotes, de psychologues, de psychiatres, etc. Et de fait, avec la situation actuelle, cette association s'est vue complètement envahir et débordée par l'arrivée des réfugiés syriens. Donc au jour d'aujourd'hui, notre intervention vise aussi à améliorer les capacités de cette association, à prendre en charge encore plus d'enfants, y compris ces réfugiés syriens qui arrivent en masse au Liban. Mais encore une fois, là, on est sur un sujet un peu complexe du fait que le Liban est un pays qui n'a pas reconnu la Convention internationale du droit des réfugiés et pour lesquels on est aussi entre deux chaises. Ouais, exactement, puisque le cadre légal, encore une fois, qui permet de prendre en charge, d'accompagner ces réfugiés, en fait, il est juste inexistant au Liban. Donc, du coup, voilà, on travaille encore une fois avec le secteur associatif qui pallie à tout ça. Merci pour cet éclairage. Sarah qui poursuit, Guillaume, et puis il nous reste 3 minutes, donc malheureusement, on va bientôt couper notre émission. Il y aura quelques infos locales juste après. Sarah. D'accord. Alors oui, donc pour continuer sur les programmes de Santé Sud, il y a aussi un aspect très important de nos compétences, c'est la médecine généraliste communautaire. Notamment à Madagascar, c'est ça? Non. Notamment à Madagascar. Oui.
c'est quelque chose qui a été un peu initié par Santé Sud. Ça part souvent d'un constat que les jeunes médecins formés sont en ville, parfois sans travail, au chômage, et que dans les campagnes ou les zones rurales, il n'y a pas de médecins. Et c'est quelque chose de très compliqué parce que la médecine généraliste communautaire, c'est pas un médecin général en France, c'est quelque chose, ils vont devoir prendre en charge tous les aspects de la médecine, que ce soit les urgences, les accouchements. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très complet et ils ne sont pas forcément formés à ça. Donc là-dessus, Santé Sud a été précurseur. Il y a même un diplôme universitaire qui a été créé. Ça, c'est excellent. Retrouver le nom de la ville. C'est Parakou au Bénin. Un diplôme universitaire qui a été créé. De quoi? De médecine communautaire? De généraliste communautaire. Est-ce que ça peut se faire en France de former des médecins français à la médecine généraliste communautaire qui pourraient intervenir justement Alors après, c'est encore pas le but de Santé Sud de former des Français qui vont aller après... Oui, non, mais pour justement initier, comme vous faites... Christian, oui. Oui, alors après, Santé Sud informe sur ce qu'est la médecine généraliste communautaire. Justement, ils ont publié un livre, le guide du médecin généraliste communautaire, dans lequel on peut s'informer sur c'est quoi déjà, parce qu'on n'est pas tous au courant que de... Déjà, le terme est très évocateur. Médecine communautaire, on trouve qu'il y a quelque chose qui... Enfin, moi, en tout cas, je trouve que ça interpelle. Oui. Non, je veux dire, c'est très évocateur, mais à la fois, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui est contenu là-dedans, parce que c'est large communautaire. Ça veut dire que tout le monde participe aux soins de santé? C'est ce que ça veut dire dans ça veut dire qu'on forme un médecin à pouvoir prendre en charge toutes les pathologies, alors? Oui. D'accord. En fait. Oui, de médecin généraliste. Et puis, ça veut dire aussi que le médecin, il va être là pour à la fois venir faire des soins pour une personne en particulier qui a telle et telle pathologie, et puis il va être là aussi pour mettre en place, concrètement mettre en place les politiques publiques de santé, c'est-à-dire de prévention. Je sais pas, ça peut être une politique publique sur le palu dans certains pays, ou sur la contraception, ou il y a des politiques publiques qui sont généralement lancées régulièrement en fonction des régions et des contextes, et l'idée c'est que ces médecins en soient le relais. Très bien. Guillaume, j'avais une question par rapport à la Tunisie plus particulièrement. On voit dans le film qu'on parle de la nouvelle constitution. Vous avez parlé de législation, ministère de la Santé, etc. Est-ce qu'il y a eu, depuis la Révolution, des évolutions de ce côté-là? Est-ce que c'est plutôt mieux, moins bien? Est-ce que, par exemple, les pouponnières ont subsisté? Est-ce que à côté de ça, la vie continue, j'allais dire, à côté de la vie politique, si révolutionnaire soit-elle, la vie continue. Donc, est-ce que légalement, législativement, il y a eu une évolution de quelque chose? Concrètement, pas tellement finalement. Bon, il y a cette nouvelle constitution qui quand même satisfait à minima. Apparemment, elle parle je crois que c'est l'article 47 qui parle du droit des femmes, et qui apparemment, ça c'est nouveau par rapport à la constitution précédente. C'est ce que dit un des gynécos. Ouais. Elle est plutôt favorable, cette nouvelle constitution, mais elle va encore pas assez loin, et c'est pour ça qu'il y a vraiment encore du travail à faire sur les violences faites aux femmes, sur la filiation, sur le droit de ces enfants abandonnés qui ne soient pas discriminés, justement, qualifiés de cas sociaux pendant toute leur existence, parce que ça dure, c'est pas seulement... Ils sont stigmatisés à vie, pratiquement. Ils sont stigmatisés à vie. Il y a le cas d'enfants qu'on ne peut pas scolariser, ou qui sont difficilement scolarisables parce qu'ils n'ont pas le même nom que leur papa, parce que leur papa n'est pas connu. Donc il y a effectivement le cadre législatif, la nouvelle constitution est plutôt favorable, mais il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire. Et plus que la législation, c'est l'application de la loi aussi, sur laquelle il faut être vraiment super vigilant, comme partout. J'allais dire, même en France, on a du mal à appliquer la loi. Exactement. Et quand on voit sur l'avortement, que c'est un droit, mais qui finalement n'est pas appliqué, donc on est en refus d'application du droit dans certains cas, mais sur plein d'autres aspects aussi. Et comme par hasard, quand on touche aux droits des femmes, effectivement, c'est toujours un petit peu plus sensible. Donc plus que la loi, même s'il y a encore des lois à faire pour améliorer le quotidien, en l'occurrence là des femmes et des enfants, pour ce qui est du projet dont on parlait, il y a aussi à être très vigilant et à continuer à se battre pour faire en sorte que ces droits soient appliqués très concrètement
et financer aussi, et que ce ne soit pas toujours les associations qui supportent sur leurs petites épaules. C'est un combat mondial, je crois. Exactement. On est bien d'accord. En tout cas, merci mesdames. On a poursuivi, on a dépassé 3-4 minutes, mais évidemment c'était largement légitime. On vous remercie, on va vous laisser peut-être le dernier mot en 30 secondes. En tout cas, nous on vous remercie d'avoir accepté l'invitation de Radio Galère. On vous souhaite évidemment une bonne continuation dans ces projets, j'allais dire, intéressants et ambitieux, évidemment, parce qu'il y a eu beaucoup de courage. Et Vito aussi, voilà, parce que c'est très important. Vito pour beaucoup de gens. Ouais, exactement, il ne faut pas l'oublier. Donc un dernier mot, Sarah, Céline, voilà, pour conclure, en quelques secondes. Merci beaucoup à vous de nous avoir invités. Et j'aimerais terminer en rappelant le prochain rendez-vous de Santé Sud, donc les assises annuelles, qui sont ouverts à tout le monde, gratuites. Il suffit de vous inscrire sur notre site internet santesud.org. Santesud.org. Et si vous voulez faire un don, c'est également via notre site internet et il sera le bienvenu. Évidemment. Quelle date alors Le 4 juin. Le 4 juin, à quel endroit? À Marseille. Nous spécifierons le lieu. C'est pas encore précisé, voilà, d'accord. Bientôt. Bon, d'abord, on reste en contact avec Santé Sud. Céline, un dernier mot et merci. Non, merci beaucoup de nous avoir laissé la parole et puis d'avoir pu parler de ce projet très important. Voilà, je vous incite à aller voir ce film sur le site internet de Santé Sud. Est-ce que ça va sortir en salle, ce film, ou alors on peut le voir que sur internet? YouTube. Je ne veux pas le citer. Pour l'instant, c'est les réseaux sociaux. On va voir si effectivement on peut diffuser plus largement. Ce qui serait important, c'est qu'il soit diffusé très largement au Maghreb. C'est vraiment évidemment ce public-là qu'on souhaite toucher pour faire. Lancer un appel alors. Servirait d'enclencheur démocratique presque. Exactement. Ouais, ça serait intéressant. Il y a des radios locales aussi en Tunisie, puisqu'on a reçu l'autre fois, on a reçu quelqu'un qui nous a appelé qu'il y avait des radios. Un peu comme Radio Galère, ce serait possible peut-être que vous les contactiez. Pourquoi pas? Oui, on avait reçu M. Moudji qui est un avocat et on a fait un franco-tunisien sur le printemps arabe 5 ans après. Et déjà, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais la révolution s'est fait déjà 5 ans. Et il nous parlait des associations, notamment de la jeunesse intellectuelle qui se mobilisait, qui était parfois contestataire de certains dysfonctionnement politique, et il parlait que le tissu associatif, il est de plus en plus... Ah ouais, non, mais ça bouillonne, parce qu'à la fois, effectivement, ce qu'on disait, c'est que depuis la Révolution, finalement, le cadre légal, c'est pas révolutionnaire, pour le coup, ce qui s'est passé depuis. En revanche, la société civile, elle explose. Il y a une association qui se crée toutes les 10 minutes, les gens s'emparent de sujets dont on parlait pas sous Ben Ali, et donc ça, c'est super, et effectivement, si ce film peut... Voilà, contacter les radios locales comme ça, qui se s'ouvrent en Tunisie, je suis sûr qu'ils vont faire de la pub pour le film, ça, ils existent, hein. Il faut pas l'oublier, c'est intéressant. Alors juste mesdames, alors on dit plus mesdemoiselles, alors je dis mesdames. Si vous pouvez rester une petite minute avec nous pour qu'on conclue, je vais parler français, ça sera mieux. Juste notre agenda local, on va rappeler. Alors Christian, tu avais récupéré un petit peu de la PQR là, donc si tu avais des dates, et Guillaume peut-être des dates clés. Demain, manifestation. On reste le soir. L'idée c'est que le soir on rentre pas chez nous, c'est la fameuse phrase. Donc il y a quand même une grosse mobilisation à ce niveau-là. On rappelle manifestation de même par rapport à la loi sur le travail. Le soir, donc les gens restent au cours Julien en fait la nuit pour dire voilà, on rentre pas chez nous, on occupe la rue. Il y aura la même chose à Paris, il y aura la même chose dans toutes les villes de France. Et donc voilà, c'est le début d'une occupation de l'espace public. Bon voilà. Elle démarre on le rappelle, ça démarre au Réformé Canebière, enfin Vieux-Port, Canebière, préfecture. La manifestation démarre au Vieux-Port à 10h30, ensuite à 11h c'est à la Préf, je crois, au moins que c'est dans le sens, faudrait vérifier. Et ensuite voilà, donc à partir de 18, 19, 20 heures sur le cours Julien, venez nombreux pour faire un mouvement. Quoi. Exactement, c'est important. On rappelle que demain, on l'a reçu précédemment à 18h à l'espace Jean Ferrand à Septem, en face d'Intermarché. Il y aura le film Les Chibani oubliés, avec un film et derrière suivi d'une rencontre débat avec le réalisateur, avec les musiciens également qui seront présents. Donc on vous invite à vous y rendre et c'est gratuit. Il y a également, là ça concerne ce soir et pas demain, au fameux Équitable Café, qui est également un partenaire de Radio Galère, au cours Julien justement. Ce soir, il y a une projection de débat organisée par le collectif MZ, qui s'intitule, en fait, MZ, je rappelle, c'est Marseille solidaire contre l'extrême droite, et qui parle de Marseille PACA à l'heure du FN, donc évidemment danger en substance. Donc on vous invite à vous y rendre pour en savoir plus. Et puis il y avait quelque chose d'intéressant, vendredi, non, je dis pas de bêtises, jeudi, la mobilisation contre la loi El Khomri, place de la République notamment, on parle à Marseille, mais il y a également des mobilisations à Arles, à Manosque, dans les Alpes, pour ceux qui nous écoutent, sur le www.radiogalère.org et qui voulaient avoir des infos.
Christian, peut-être une dernière info locale? Non, mais j'ai vu là sur ton agenda, il y avait Trop noir pour être française à Alcazar à 14h. Je ne sais pas quel jour, ça pourrait être très intéressant aussi. Alors pour être honnête, je l'ai vu, tu fais bien de l'évoquer. Oui, exact. Je pensais que tu allais le relever. C'est à 14h. Voilà, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, donc voilà, ça c'est intéressant. Et on rappelle que c'est lié à la semaine anticoloniale. Voilà, donc voilà, on rappelle qu'il y a cours en ce moment et dont on avait reçu les représentants dernièrement. Il y a 15 jours, en effet. Donc c'est une projection de débat avec le film qui s'intitule la projection Trop noir pour être française sur la semaine anticoloniale et antiraciste. C'est à l'Alcazar à 14h cet après-midi. Entrée gratuite aussi. Entrée gratuite au cours Belzunce, donc on vous invite à vous y rendre. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles à Radio Galère. Merci à nos invités, à nos voix féminines de ce matin. Merci évidemment à Christian et à Guillaume. Restez fidèles. Et Anthony, bien sûr. C'est gentil. Restez fidèles à Radio Galère avec la programmation musicale derrière. À partir d'11h pour les amoureux de la littérature, livres et amis. Midi 30, les amoureux de l'Amérique latine et la géopolitique en Amérique latine. Vous aurez l'occasion il parlera Iverel de l'Argentine, du Paraguay, de la Bolivie et autres. Et midi 30, 13h, c'est le journal de la mi-journée. Merci à toutes et à tous. Et évidemment, restez fidèles au 88.4. Au revoir.